départ, on doit définir son objectif. Est-ce que l'objectif, c'est simplement, et c'est déjà très bien, se sentir mieux? Est-ce que l'objectif, c'est de déterminer si on a un moyen d'action avec la micronutrition dans une pathologie? Et le troisième objectif, ça pourrait être, pour un sportif, par exemple, de mieux récupérer, d'aller plus vite dans la guérison d'une blessure, ou même, et là, il faut parfois être un peu prudent parce qu'on risque vite de basculer du côté obscur de la force, même dans l'optimisation des performances. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Sommes-nous tous carencés en micronutriments ? On entend souvent que la nourriture actuelle n'a plus les mêmes apports qu'à l'époque et que nous manquons de micronutriments. Mais que sont les micronutriments ? Pour répondre à cette question, nous devons nous intéresser à la micronutrition, une approche puissante pour améliorer la santé. Que vous cherchiez à vous sentir mieux au quotidien ou optimiser vos performances sportives. Pour cet épisode, nous avons la chance de recevoir le Dr Laurent Simard, médecin spécialisé en micronutrition, pour découvrir comment cette approche peut enrichir votre quotidien. Nous aborderons également son expérience avec les joueurs de l'équipe nationale de rugby belge qu'il suit attentivement. Bonjour Dr Laurent Simard. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au centre, au Lacan Medical Center, où tu consultes... Tu consultes oui, c'est pas chez moi, en partie, donc... c'est ça, mais tu consultes aussi autre part, en dehors de la ville. Ouais. Donc, si on est à Bruxelles, mais tu consultes en dehors de Bruxelles aussi. Peut-être pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, faire un petit récap sur ton parcours et surtout ce que tu fais au quotidien, à quoi ressemble, parce que tu travailles aussi avec l'équipe nationale de rugby. On reviendra là-dessus après. Mais voilà, donner un petit aperçu de qui est Dr Laurent Simard. Eh ben, de formation, je suis médecin généraliste à la base et j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai testé pas mal d'orientations et de techniques thérapeutiques et de choses qui m'intéressaient, jusqu'à aller faire une formation en hypnose. Et j'ai pas du tout été hypnothérapeute, j'ai pas du tout pratiqué l'hypnose, mais c'était intéressant. Et puis depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est essentiellement la médecine du sport. Ça reste beaucoup de nutrition, de micronutrition. Et puis depuis maintenant 11 ans, je suis le médecin de l'équipe nationale de rugby. Je les suis, c'est moi qui suis au bord du terrain, en tout cas la plupart du temps. Et puis j'ai aussi une activité de formation, donc je donne pas mal de formations pour World Rugby, justement dans la prise en charge des joueurs sur le terrain. Donc ça c'est un volet beaucoup plus traumato et beaucoup plus formation. Oui, donc du coup, c'est ça, tu as une partie vraiment où tu fais de la micronutrition. On expliquera ce que c'est que la micronutrition. En consultation et là, tu reçois des sportifs et des non-sportifs. De tout. Un peu de tout. Oui, tout à fait. Oui, j'ai gardé une activité, sans être une activité de médecine générale, mais une activité généraliste. C'est-à-dire que je vois des patients qui viennent pour toute une série de problèmes et pas seulement pour le sport. Et puis vraiment une empreinte sur le sport en consultation aussi, avec le côté nutritionnel et micronutritionnel clairement. Du coup, le côté nutritionnel et micronutritionnel, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je crois que la première question, c'est qu'est-ce que la micronutrition ? Et peut-être en quoi est-ce que c'est différent de la nutrition de manière générale? Je pense qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de différent, mais quelque chose d'intégré. C'est intégré à la nutrition générale. On a la chance de parler français et les termes sont importants. Donc micronutrition, c'est ce qui s'occupe des micronutriments. En fait, il n'y a rien de très compliqué. Du coup, il faut définir ce que c'est un micronutriment par rapport aux macronutriments. Les macronutriments, c'est les protéines, c'est les sucres, c'est les lipides. Donc c'est essentiellement tout ce qui va amener l'énergie et la protéine de structure et des lipides qui permettent aussi la structure. Et puis à côté de ça, on a tous les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les acides gras plus essentiels qui sont dans les lipides, mais qui sont aussi un petit peu... il y a toujours des zones qui sont un peu à cheval. Certains acides aminés qui sont à cheval sur les protéines, mais qui sont aussi assez importants en micronutrition. Donc c'est une part de la nutrition en fait. C'est la part finalement. Moi j'ai toujours tendance à dire que c'est la part la plus facile. La macronutrition, je trouve ça très très compliqué.
Et en général, je laisse ça à des gens qui font beaucoup mieux que moi et à des diététiciens et des gens qui font des programmes alimentaires très bien faits, très précis, avec notamment avec les sportifs, c'est parfois très compliqué et surtout très compliqué de le faire accepter parce que parfois on a des très jolis programmes et ils les suivent pas du tout. Donc ça, c'est la partie plus compliquée pour moi en tout cas. Puis moi, je m'occupe de la partie simple, c'est-à-dire vraiment ces micronutriments et avec l'aide de biologie, d'examens ou des questionnaires, on peut faire du bon boulot. C'est quoi un peu les grands principes de la micronutrition? Donc, comme tu pourras avoir en macronutrition, j'imagine qu'il y a des grands principes sur la répartition de l'assiette. Après, tu peux rentrer en détail pour des objectifs spécifiques. Comment est-ce que tu peux transvaser ça à la micronutrition? Je pense qu'on va le voir de manière un petit peu plus clinique et médicale, dans le sens où, au départ, on doit définir son objectif. Est-ce que l'objectif, c'est simplement, et c'est déjà très bien, se sentir mieux? Est-ce que l'objectif, c'est de déterminer si on a un moyen d'action avec la micronutrition dans une pathologie? Et le troisième objectif, ça pourrait être, pour un sportif, par exemple, de mieux récupérer, d'aller plus vite dans la guérison d'une blessure, ou même, et là, il faut parfois être un peu prudent parce qu'on risque vite de basculer du côté obscur de la force, même dans l'optimisation des performances, où on sait très bien que, par exemple, pour avoir des sportifs qui sont avec un système nerveux qui fonctionne bien, avec un intestin qui fonctionne bien, la micronutrition avec les oméga-3, avec la flore intestinale, des objectifs qui sont importants en termes de performance aussi. Donc on a... C'est un peu dépendant de ce que les gens apportent sur le bureau. Ils vous disent, voilà, moi j'ai envie de me sentir mieux, moi j'ai envie de guérir plus vite parce que j'accumule les blessures et je comprends pas pourquoi. Ou bien j'ai simplement envie de gagner un petit centième sur ma course, ou c'est des choses de ce type-là. On reviendra un petit peu du coup sur l'aspect plus sportif, optimisation du coup de performance. Maintenant, du coup, tu as aussi des personnes qui viennent te voir en consultation, qui ont plutôt des plaintes d'inconfort chronique, qui viennent en disant j'imagine j'ai des problèmes digestifs depuis des années, je suis épuisé. Par quoi est-ce que tu commences avec ces personnes-là, et quels sont un petit peu les grands principes pour toi, ou les étapes pour prendre quelqu'un comme ça en charge? Je crois qu'il y a un grand principe qu'il ne faut pas perdre, c'est qu'on fait de la médecine, donc il faut interroger les gens, vraiment de manière assez détaillée, hein, on prend du temps pour ça, examiner les gens. Je trouve que c'est quelque chose, après je vais peut-être faire un peu le vieux médecin un peu aigri, mais je trouve qu'on examine plus correctement les gens, donc examiner les gens. Et examiner les gens de manière générale, on ne se focalise pas juste sur leur articulation qui fait mal, quoi. Ça peut parfois venir d'autres choses, donc on examine un ventre, on regarde ce qui se passe. Et puis après, on décide s'il faut, si on a assez d'informations, si on veut plus d'informations, on peut passer par des questionnaires. Et notamment, on va revenir chaque fois à la médecine du sport, hein, mais il y a des questionnaires de surentraînement ou des questionnaires de déficit d'énergie relatif, donc les REDS, c'est très à la mode pour l'instant. Ou bien alors on se dit, là on va avoir besoin de la biologie parce que on n'a pas de réponse, il y a quelque chose qui coince, et là il faut faire un dosage sanguin, un dosage salivaire, une analyse de flore, et on doit aller un petit peu plus loin dans l'examen, ou alors des imageries, et on revient à la médecine plus classique, plus pure, enfin plus pure non, mais plus habituelle, disons, en tout cas. Je le disais un petit peu dans l'intro, on entend souvent que l'alimentation d'aujourd'hui n'est plus la même qu'elle était avant, et que du coup, la nourriture ne nous apporte plus les nutriments qu'il fallait. Quelles sont pour toi un peu les grandes carences, les choses que tu vois de manière générale? Les carences générales qui sont alimentaires, je pense que là, on n'a plus nécessairement les mêmes nutriments non plus, donc on mange beaucoup de céréales, mais c'est plus les mêmes céréales qu'il y a très longtemps. Donc, et comme dans notre évolution, c'est vraiment une imprégnation assez courte, hein, ça fait quelques décennies, voire quelques centaines d'années, qu'on a ces modifications vraiment très très importantes, qu'on n'a pas su s'adapter, on n'a pas su se modifier, se transformer. Les carences qu'on voit, alors la question vient de est-ce que c'est alimentaire ou pas, mais les carences qu'on voit tout le temps, c'est magnésium, vitamine D, zinc, les oméga-3, c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe, parce que c'est vraiment quasi impossible, en vivant au XXIe siècle en Belgique, d'avoir un apport en oméga-3 suffisant, parce que
parce que les gens n'aiment pas trop le poisson gras, parce que c'est des grandes quantités, parce que c'est cher, parce que c'est difficile à trouver parfois, parce qu'on a un peu peur aussi des oméga 3 ou des poissons gras à cause de la pollution, et sans doute à raison. Donc, c'est les carences qu'on voit le plus quand on fait des analyses. J'ai pas vu beaucoup d'analyses qui revenaient avec des oméga 3 qui étaient parfaits. Pour quelqu'un qui est végétarien, par exemple, ou qui consomme peu de poissons gras, ou j'imagine certaines populations à l'époque aussi qui n'avaient peut-être pas accès aux poissons. Comment est-ce qu'ils font pour... à l'époque, il n'y avait pas de compléments alimentaires. Il n'y avait pas de compléments et on ne pouvait pas voyager autant, et l'aliment ne voyageait pas autant. Donc, les carences en iode, par exemple, c'était des carences montagnardes. Donc, on a eu ça de tout temps. Mais quelle était la question, pardon? Comment est-ce que quelqu'un comme ça peut du coup supplémenter, peut-être même sans passer par des compléments alimentaires, mais comment est-ce que dans l'alimentation on peut retrouver ces oméga 3 hors poisson gras? Alors, je pense que de toute façon, il faut passer par l'alimentation, donc il ne faut pas la négliger, même si il y a des choses qui sont plus difficiles à faire aujourd'hui, pour toute une série de raisons. Je pense que ces conseils alimentaires restent vraiment importants, et même si je botte en touche sur le côté macronutriments, il y a quand même un conseil alimentaire qui est important, c'est d'éviter les aliments surtransformés, la bouffe industrielle, il faut mettre ça à la poubelle. C'est d'avoir une alimentation la plus variée possible, c'est d'avoir des sources alimentaires qui sont bien choisies. Et aujourd'hui, il faut mettre de l'écologie dans l'assiette aussi. Il faut se dire, on va pas non plus acheter des machins qui doivent prendre l'avion pour venir dans mon assiette, c'est pas très intéressant. Donc essayer d'avoir des circuits courts, des choses qui sont bien construites. Un œuf, il est construit par la poule avec son bec, donc c'est ce qu'on donne à la poule, ça va conditionner la qualité de l'œuf. Donc c'est toute une réflexion il y a des labels qui existent, donc on peut se diriger vers ça. Pour la question précise d'oméga 3, au niveau alimentaire, on peut le faire. On peut manger 400-500 grammes de poisson gras par semaine. C'est possible. On peut manger des sardines, on peut manger du maquereau, du thon. Alors faire attention au thon parce que bientôt il va disparaître. Le saumon, c'est du saumon industriel. On ne sait pas très bien parfois la qualité. Le goût, c'est pas non plus nécessairement quelque chose Enfin, donc tu manges un saumon fumé, parfois ça goûte le bâton fumé, quoi. C'est pas bon. Donc c'est plus difficile, mais il y a moyen au niveau alimentaire. Et puis sinon, il y a malheureusement que le complément qui permet de contrecarrer un petit peu les carences quand en soi, les gens peuvent ne pas aimer le poisson gras, c'est pas un problème en soi, ou peuvent décider de ne pas en manger pour toutes ces raisons-là aussi, il y a des raisons philosophiques. Et là, il y a la complémentation. Et nous aussi, on a une réflexion par rapport à la complémentation, c'est de se dire, la surpêche, ça fait que le thon va peut-être disparaître, donc on va plutôt aller vers des compléments alimentaires qui nous certifient que c'est sur une pêche raisonnée, ou bien qui sont maintenant les nouveaux oméga 3. Ce sont des sources, ce sont des algues qui les produisent, et donc ça grandit dans des tubes d'eau salée, essentiellement, et c'est renouvelable, et ça coûte juste de l'énergie, entre guillemets. Il y a beaucoup, mais ça coûte juste de l'énergie, et on fait des oméga 3 de bonne qualité avec ça. Donc il y a toute une réflexion aussi sur la complémentation que nous, on peut avoir pour conseiller les patients. Après, ils font ce qu'ils veulent aussi, mais... Comment est-ce qu'on choisit, du coup, son complément? Parce que tu dis, voilà, qu'il peut y avoir des compléments de bonne qualité, mais comment est-ce qu'on fait la différence, nous? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les compléments, j'ouvre mon téléphone, je vais sur un réseau social, j'ai reçu 40 pubs de différents laboratoires de compléments alimentaires. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver là-dedans? Voilà, disons que je mange pas de poisson, je sais que je manque d'oméga 3. Comment est-ce que je vais aller choisir un bon complément? C'est effectivement assez difficile parce qu'il y a beaucoup de marketing derrière, c'est un énorme marché. Il y a des enjeux qui sont derrière qui font que si les gens ne sont pas extrêmement rigoureux, on peut glisser, puis finalement faire de petits arrangements, et puis se dire, finalement la qualité c'est pas top, mais au moins le prix est bon. Et donc c'est difficile. Il faut avoir confiance dans la firme avec lesquelles vous discutez, poser les bonnes questions, éventuellement s'appuyer sur des labels. Je te parlais de label pêche durable, c'est un label. Je parlais des labels sur les œufs, il y a des labels de composition en oméga 3, ou par exemple, il y a des viandes aussi qui ont des labels oméga 3. Donc
autant sur le complément que sur les aliments, c'est s'appuyer sur des choses qui paraissent de bonne qualité, et on est piégé de temps en temps, faut l'accepter, et s'appuyer sur des labels qui, eux, sont un peu contrôlés quand même. Et ça, c'est une petite... Le bio, c'est très très bien, mais c'est pas un gage de qualité nutritionnelle. C'est juste un gage de la chose a été produite de manière biologique avec un cahier de charge très très rigoureux et très sévère, mais c'est pas un gage de qualité nutritionnelle. Si vous mangez à tous les repas du sucre bio, vous ferez un diabète bio. Hein. Donc c'est pas parce que c'est bio que je peux en manger et que ça va. Il faut quand même une réflexion derrière. Toi, dans ta consultation, il y a aussi beaucoup, forcément, quand on s'intéresse à la nutrition, il y a tout un aspect préventif. Est-ce que tu as des personnes qui viennent te voir juste pour faire de la prévention, où tout va bien, qui se disent, voilà, je veux rester en forme, pas spécialement des sportifs qui veulent optimiser leur performance, mais des personnes qui se disent, je veux faire de la prévention, et généralement, qu'est-ce que tu fais avec ces personnes-là? Il y a les deux, en fait. Il y a ceux qui viennent avec la demande de prévention. Ceux-là, il faut parfois les freiner un petit peu, parce que souvent, c'est des gens qui sont un peu stressés, anxieux par leur santé, donc parfois, il faut commencer par les rassurer, et puis les freiner un petit peu sur, ils veulent prendre plein de machins, et c'est parfois pas nécessaire. Donc, ça commence par le conseil alimentaire. C'est vraiment la base. Les compléments, c'est en complément. Encore une fois, le français, il est bien foutu. Et puis après, on voit aussi quelle est l'intensité qu'ils veulent mettre dans leur prévention, parce que ça reste aussi parfois des consultations. Bah, il faut payer la consultation. Hein. Je vis pas que de podcasts, pas celui-ci en tout cas. Il faut des consultations, il faut des analyses qui coûtent cher. Hein. Mais enfin, ils coûtent cher parce qu'ils sont pas remboursés, mais qui coûtent cher. Et donc, il faut voir quel est le niveau qu'ils ont envie de mettre. Parfois, c'est juste une prise de sang tout à fait classique et simple. On regarde la vitamine D, le fer, la vitamine B12, surtout chez les gens qui sont végétariens, tu en parlais tout à l'heure. On va regarder... alors, il y a une gradation. On peut proposer de faire un dosage sur les oméga 3, parce que là, on sait que c'est important pour le contrôle de l'inflammation, pour le côté neurologique. Et ça coûte pas trop cher. Et on va pas le faire toutes les semaines. Et puis après, on peut aller chercher dans les antioxydants, et puis après, on peut aller... Donc, on construit l'analyse par rapport à ça. Et puis, parfois, il y a des gens qui disent « Moi, je veux tout faire, un grand coup. » Et puis, et là, c'est facile, parce qu'on coche un peu toutes les cases, et puis on se voit avec les résultats. Et là, on explique. Et on explique comment il faut changer sa façon de manger. Et souvent, on a fait un questionnaire alimentaire où tout est joli, et puis on se rend compte dans la prise de sang qu'il y a des acides gras trans qui sont explosés. Donc ça veut dire quand même que la bouffe industrielle, elle est venue un peu... oui, mais enfin, c'est que... Et puis c'est que en grignotage, puis une fois de temps en temps... mais non. La prise de sang, elle dit non. Donc là, on corrige, on guide. Et puis, quand on a parlé de tout ça, et s'il y a des choses qui ne peuvent pas être réglées par l'alimentation, là, on prescrit la complémentation. Ça, c'est dans le côté préventif quand c'est amené. Il arrive parfois aussi que... Là, j'ai en tête une sportive qui était venue toute jeune, hein, je crois 18 ans, 19 ans, de haut niveau déjà, qui était venue pour des troubles digestifs. Ça, c'était la base. Et en fait, sur ce trouble digestif, elle a une petite dysbiose et qui se traite relativement facilement. Mais dans son profil de flore, elle avait une flore pro-inflammatoire, des antécédents familiaux de maladies inflammatoires du tube digestif, et elle a une flore qui est potentiellement, en tout cas, avec des bactéries qui présentent un risque accru de développer un cancer plus tard. Donc là, il y a un côté thérapeutique, parce qu'elle se sentait pas bien, elle n'arrivait pas à performer, et elle avait une espèce de plafond de verre, donc il fallait l'aider de ce côté-là. Et aussi attention, vous avez des antécédents de maladies inflammatoires, vous avez une flore qui vous y prédispose, il va falloir que vous fassiez quelque chose pour cette flore. Et donc là, on fait de la prévention parce que les analyses et les éléments nous y amènent. Mmh.
Ouais. Quand tu dis flore, tu parles du Microbiote, microbiote, oui, ça, oui, qu'on je suis un peu utilise aujourd'hui ouais, beaucoup. oui, ouais. Parce Je que suis pas encore je suis pas encore traduit en langage du 21e siècle, c'est pour ça. non, parce que il y en a beaucoup qui comprendront, mais je me dis Ouais. peut-être d'autres qui nous entendent parler Faudra sous-titrer. du microbiote. Oui, c'est ça. Je me suis dit, est-ce qu'on met un Tu mets un sous-titre ou est-ce que En j'interviens? fait, il veut dire microbiote. Comme ça, c'est clair. Ouais, donc oui, c'est ça, un gros travail de prévention euh, qui peut se faire petit à petit Oui. ou qui se fait en un coup, et où parfois certaines personnes viennent en disant que tout va bien, mais derrière on se rend compte que Que tout va bien, mais que adapter. peut-être qu'un jour ça va glisser, et peut-être qu'un jour, et on peut le préparer, on peut le prévenir. Alors, on va pas protéger tout le monde du cancer du côlon ou tout le monde des maladies inflammatoires, mais en tout cas, on peut réduire ce risque ou conscientiser et dire aux gens, mais attention, si vous continuez à avoir ce type d'alimentation-là, votre flore, elle va se comporter comme ça, ce qui vous donne un risque de développer un cancer ou une maladie inflammatoire de votre côlon, et après, vous décidez. Les gens sont grands, à partir du moment où ils ont l'information, ils décident de faire quelque chose ou pas. Oui, et comme tu disais, ici, c'est pas spécialement quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie. Pas nécessairement. Pas nécessairement. On tombe parfois sur des gens qui ont dû prendre des antibiotiques parce qu'il y a eu une succession d'infections, ou bien qui ont l'impression d'avoir une bonne hygiène de vie. En fait, il y a des petites erreurs qui font que, et puis des petits arrangements, encore une fois. Hein, les gens, ils prennent des boissons édulcorées parce que c'est pas du sucre et c'est mieux. Bah, pour la flore, c'est pas non plus hyper top. Ou bien qui mangent avec beaucoup de conservateurs, alors que c'est étiqueté Nutri-Score A, mais Nutri-Score A avec des conservateurs et avec des choses qui ne sont pas nécessairement adéquates pour la flore, pour la microbiote. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai que d'un côté, on nous voit tellement. Hein, tu te balades dans la rue, tu descends la rue ici, tu as quatre fast-food à gauche, 6 fast-food à droite, tu rentres dans un supermarché, tu as plein de choses étiquetées Nutri-Score A ou labellisées comme sain. Et parfois l'extrême, quand on regarde un peu l'image du fast-food américain qui est l'extrême, eh ben parfois on a l'impression d'être au milieu ou d'être même du bon côté, alors qu'en fait on n'est pas spécialement dans une nourriture saine ou quelque chose qui convient à notre corps. Un petit exemple que j'aime bien, c'est aussi les gens qui, et franchement c'est une bonne chose, et j'encourage les gens à devenir plus végétariens, pas nécessairement végétaliens, mais en tout cas à inclure plus de végétaux dans leur alimentation, et donc des sources de protéines végétales, et j'encourage les gens à le faire. Mais parfois, il y a des gens qui veulent le faire, qui sont mal conseillés, et qui vont s'acheter des produits végétariens industrialisés. Ah, je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne idée, parce que des machins végétariens industrialisés, ça reste de la bouffe industrielle. Ce sont genre du faux jambon, du faux pâté, du faux bazar. En soi, une fois de temps en temps, s'ils ont envie vraiment de faire un petit peu comme si c'était avant et comme ça on mange du jambon, mais en soi, ça reste de la bouffe industrielle. Et donc l'objectif au départ, c'était de se sentir mieux et d'avoir une nutrition plus adaptée, et d'accord, et 100%, et il faut y aller, mais avec des outils qui sont parfois, encore une fois, par le marketing et la présentation qui est sur l'étiquette, c'est tout joli, hein. C'est tout vert, c'est tout biologique, et en fait, c'est de la bouffe industrielle. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui vient te voir en disant voilà, je veux devenir végétarien, quelqu'un qui mange raisonnablement bien, mais voilà, qui mangeait de la viande comme source peut-être souvent principale de protéines. Qu'est-ce que tu vas faire avec une personne comme ça pour s'assurer qu'il va faire ça correctement? Je pense que c'est le même principe et le même conseil qu'à quelqu'un qui mange avec de la viande. Le principe et le conseil principal, et c'est celui que je répète, c'est de transformer à la maison. Acheter de la bouffe brute et transformer à la maison. Là, au moins, vous savez ce que vous mettez dedans. Et parfois, on met dedans des choses qui sont un petit peu cuisinées. Donc, on met de la sauce soja, c'est pas vous qui la faites, mais là, on peut lire un peu l'étiquette. Mais au moins, c'est pas de la bouffe transformée. Et pour les végétariens, c'est la même chose. C'est n'achetez pas de la bouffe végétarienne transformée. Ça n'a aucun sens. Si vous voulez devenir végétarien, et c'est une très bonne chose, apprenez à cuisiner des pois chiches, et faites des houmous, faites des falafels, faites plein de choses qui sont très très bonnes. Faites des haricots blancs, c'est la même teneur en protéines qu'un steak, allez-y. Mais faites des haricots blancs, pas un jambon qui a été fait à partir de haricots blancs.
Là, on est dans un truc où on n'est plus dans une bouffe adéquate, on est dans un truc qui a glissé et l'industriel qui s'est accaparé le truc. Tout le monde a envie de manger végétarien, ok, on va faire un truc végétarien, on va leur vendre et ce sera très très bien. Bah, en fait, non. Pour le microbiote, c'est pas bien, pour la planète, c'est pas bien, pour plein de choses, c'est pas bien. Donc, c'est acheter brut, transformer à la maison et manger varié. Il n'y a pas de secret. Après, on peut les guider et là, du coup, ça bascule relativement vite chez la diététicienne ou le diététicien parce que là, j'ai plus les outils et que je fais pas ça. Quand je fais pas les choses suffisamment bien, en général, je passe la main. Mais c'est ça le grand principe, transformer à la maison. Faites-le, mais faites-le vous-même. Ouais, quoi, c'est ça. ouais, transformer à la maison. Et ça peut être simple, hein, on ne doit pas faire des trucs qui sont compliqués. Simplement, vous faites cuire, apprenez à faire cuire. Oui, les lentilles, c'est pas bon, je les digère pas. Apprenez à faire cuire. C'est toujours le même goût. Vous mangiez avant des pâtes blanches, c'est toujours le même goût aussi. Qu'est-ce que vous faites pour changer le goût des pâtes? Je mets de la sauce. Pourquoi vous mettez pas de la sauce sur l'haricot blanc? Bah oui, intéressant. Ça, c'est la formation d'hypnose qui revient comme ça. Et donc, voilà, c'est ça le principe, c'est de se dire, il faut garder ces lignes-là pour qu'on puisse faire une alimentation qui est bien construite, qu'on soit végétarien ou pas. Donc, pas d'absolu, toutes les alimentations sont bonnes, sauf celles qui sont vraiment très déviantes, mais toutes les alimentations sont bonnes, il faut juste préparer convenablement. Et c'est souvent une grande question qui revient ou des choses qu'on entend qui dit oui, mais tu vas manquer de certains nutriments. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut faire attention ou c'est vraiment non, faites comme vous faisiez normalement, mais en changeant la source de la protéine? Ou est-ce qu'il y a quand même certaines choses auxquelles il faut faire attention? Il y a des choses où il faut faire attention. Il y a des choses où il faut faire attention et c'est plus, on fera plus attention chez les patientes parce que ça peut être une carence en fer. Et donc, chez les garçons, en général, ça va parce qu'ils perdent pas de fer tous les mois. Chez les filles, elles perdent du fer tous les mois. Et donc, si le côté alimentaire ne vient pas suppléer, là, il faut être un peu prudent. Donc, le contrôler, et puis trouver des sources de fer, soit alimentaires, soit en complément. Le zinc est un facteur aussi qui peut parfois manquer. Et puis la B12, parce que là, effectivement, c'est plutôt viande blanche, produits laitiers. Et donc, c'est des choses... C'est pas absolu, tous les végétariens ne vont pas devenir carencés en fer ou en B12 ou en zinc, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et en général, ce qu'on fait, c'est le surveiller, enfin ce que moi je fais, je ne dis pas ce que c'est ce qu'il faut faire, c'est en tout cas ce que moi je fais, c'est je les surveille pendant 1 ou 2 ans, en faisant une prise de sang tous les ans, pendant 1 ou 2 ans. Si le fer, le zinc, la vitamine B12 ne bougent pas, il y a quand même peu de chances que ça arrive par la suite. S'il bouge, conseil. Parfois, revoir un petit peu, parce que les gens n'ont pas nécessairement envie ou besoin d'être full végétalien ou full vegan. Parfois, ils se disent, ah bah oui, si j'ai la B12 qui diminue un peu, je vais rajouter un petit peu de poulet, je vais rajouter un petit peu des sources qui sont alimentaires. Puis parfois, c'est pas possible, et puis on rajoute un peu de complément. C'est ça, oui. Oui, donc de manière générale, en fait, c'est un peu un mythe de dire que si on passe végétarien, on va manquer de carence. Il faut juste s'assurer qu'on ait des protéines qui viennent d'autre part, qu'on ne transforme pas nos aliments. Pour les femmes qui ont leurs règles, faire attention à avoir suffisamment de fer. Et puis après, oui, le zinc et la B12 à surveiller, mais c'est pas absolu. C'est ça. Vous devenez végétarien, vous êtes carencé. Ok. Ça va. Tu parlais un petit peu de régime déviant. Est-ce que oui. tu avais un exemple particulier en tête? Parce que moi, j'ai une ou deux questions pour toi, mais je me demandais... les régimes déviants, aujourd'hui, en tout cas, c'est les régimes trop sucrés. Ça, c'est vraiment 80-85% de la population, parce qu'il y a du sucre dans tout aussi. Hein, on hérite de ce qui vient des États-Unis avec un petit retard. Quand tu bouffes aux États-Unis, faut y aller quelques fois. Le pain est sucré, les cornichons sont sucrés, en fait, tout est sucré. C'est vraiment un enfer. Donc, trop sucré, ça c'est clair. On bouffe trop. Je pense que l'idée de faire de temps en temps une petite pause, et donc je parle pas de jeûner pendant 15 jours, hein, mais de temps en temps de faire une journée de jeûne, c'est pas mal. Ça réapprend aussi ce que c'est la vraie faim. On n'a pas faim en un jour, hein. C'est juste l'impression d'avoir l'estomac un peu vide. Donc oui, c'est essentiellement des trop, mais vraiment le
pâté actuel, c'est trop sucré. Hein. Si je n'ai pas de chiffres et je ne sais pas étayer du tout, mais pour provoquer un peu les gens, je dis souvent, si vous fermez Tirlemont ou les industries du sucre, je vais me faire des ennemis, vous fermez les industries du sucre, vous mettez au chômage la moitié des médecins, vous réglez la pénurie de médecins. Parce que ça règle toute une série de problèmes de maladies chroniques, d'inflammation chronique, d'obésité. On est vraiment intoxiqué, empoisonné par le sucre, là, aujourd'hui. C'est 80%. Après, il y a parfois des orthorexies alimentaires. Donc là, c'est plus de la pathologie. C'est pas de la pathologie alimentaire, c'est plus de la pathologie psychiatrique, psychologie. Avec des troubles de l'image de soi, avec les troubles de comportement alimentaire qui vont soit vers la boulimie, l'anorexie. Donc ça, c'est vraiment une zone particulière. Donc voilà, on bouffe trop et on bouffe trop sucré. J'en profite qu'on continue dans cette discussion pour m'écarter encore un petit peu plus. On reviendra après sur le sujet des sportifs et peut-être on terminera avec les compléments alimentaires aussi. Mais tant qu'on y est, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des patients qui sont arrivés, qui mangeaient trop sucré et qui ont coupé le sucre et sont repartis soignés presque? J'ai eu pire. J'ai une patiente, c'est vraiment un cas extrême. Et c'est vraiment une réussite personnelle de la patiente, quoi, pas de moi. Hein. Moi, j'ai juste dit il faut arrêter, il faut faire ça, enfin que je fais d'habitude. Mais elle a pris l'info. Je pense qu'elle a eu la frousse de sa vie à voir sa prise de sang, diabétique. Donc une glycémie, je sais plus, était à 150, un truc comme ça, à jeun, avec une hémoglobine glyquée qui était vraiment élevée. J'ai dit médicaments, parce que là on peut pas. Non, je veux pas prendre de médicaments. Je dis si, médicaments. Si vous voulez ne pas prendre de médicaments toute votre vie, on peut tenter un truc. Vous mangez comme je vous dis, vous perdez 15 kilos, vous vous mettez au sport, vous commencez le médicament, mais je suis d'accord de temps en temps tester la diminution du médicament. Ça, on trouve un compromis. Elle fait une partie du chemin, la grosse partie du chemin, et moi je fais une petite partie du chemin aussi. Et elle a eu tellement la frousse qu'elle a perdu ses 15 kilos, elle en a perdu 20, qu'elle s'est mise au sport, elle fait 5 heures de sport par semaine, sur un vélo, puis à la salle, puis de son médicament 3 fois par jour, on est passé à son médicament 2 fois par jour, et puis on est passé à son médicament 1 fois par jour. Bon, maintenant, on a gardé une petite dose 1 fois par jour pour quand même un peu entretenir. Elle l'a accepté parce qu'elle n'a pas trop d'effets secondaires et que ça l'a aidé à perdre du poids. Mais ça, c'est pas possible tout le temps. Parce que les gens, souvent, ils amènent le problème, ils te le posent sur la table, ils disent, voilà, j'ai 20 kilos de gras en trop, je le pose là, débarrassez-moi de ça. Et c'est rare quand même les gens qui sont impliqués dans leur démarche, il faut faire tout ce chemin-là, et parfois c'est un chemin très très long, parfois c'est compliqué, parfois on perd des patients parce que c'est comme ça, on leur donne des outils et ça leur parle pas, et puis parfois ils doivent voir 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui leur disent plus ou moins la même chose, et puis pour finir par comprendre et faire leur chemin, et puis parfois pas, et ils prennent 3, 4, 5 médicaments différents. Maintenant, heureusement, on a des médicaments très efficaces qui fonctionnent vraiment très très bien, mais il y a moyen. Cette patiente, je la cite toujours en exemple maintenant, chez les gens justement qui sont un peu « Oh, vous êtes sûr, je peux plus manger ça ?» Écoutez, on va pas... c'est ça, ou vous allez vers le médicament. Il y a un moment où il ne faut pas tergiverser, parce que sinon, les gens sont perdus. C'est donner des objectifs clairs, comme dans le sport, hein. Donner des objectifs clairs. Vous y allez ou vous y allez pas. Moi, ma vie, elle va pas changer. Vous avez votre temps de consultation. À la fin de la consultation, ça change. C'est une autre personne. Et ce soir, je pense plus à vous. Hein. Par contre, vous, ce soir, vous êtes devant votre miroir et vous allez devoir vous dire dans le miroir, j'ai pas envie, je ne veux pas, je vais prendre... Et puis, donc les gens doivent être face à leurs propres décisions. D'ailleurs, juste, je fais pour les auditeurs, on a fait un épisode sur le sucre et les aliments transformés avec le docteur Ballon-Perrin.
pouvez le retrouver sur la chaîne. Et quand cet épisode sera sorti, je pense que l'épisode avec Patrick Painville, qui est un personal trainer qui justement donne des conseils pour se mettre au sport, pour des personnes qui veulent se mettre au sport, par quoi on commence. Donc voilà, je vous invite à aller écouter ces deux épisodes. C'est parfait parce que l'autre problème, c'est la surbouffe et le sursucre. Et oui, mais c'est aussi la carence, la sédentarité, la carence d'exercice. Donc, si on pouvait doser l'exercice, c'est relativement facile à faire, doser l'exercice, mais si on pouvait le doser dans une prise de sang, franchement, ce serait encore plus que toutes les carences dont on a parlé sur les oméga 3, sur le zinc. La carence en exercice, c'est une catastrophe. Et là aussi, on a des excès, donc des gens qui en font trop, mais on a surtout une énorme quantité de gens qui n'en font pas assez. Et c'est très très difficile de les amener à l'exercice, parce qu'il y a toute une série de freins. C'est toujours le dernier truc qu'on fait, il y a toujours les enfants, le boulot, les deux boulots parfois, parce qu'il y a des gens qui font deux boulots, et du coup, il y a effectivement peu de temps. Mais quand au bout de 10 ans, ils sont rincés, épuisés, ils font un burn-out, là, ils sont bien obligés. Moi, quand je suis des patients qui sont dans un burn-out, l'exercice, c'est incontournable. C'est même pas une option thérapeutique possible. C'est vous faites de l'exercice ou vous n'allez pas mieux. Point. Décidez. Mais vous faites de l'exercice ou vous n'irez pas mieux. Oui, et du coup, on en parle avec Patrick, du coup, de comment commencer, parce que tu ne peux pas commencer non plus à 100% quand on est déjà épuisé, il faut y aller progressivement. Et puis, on ne peut pas commencer à 100% chez des gens qui sont déjà un peu réticents à faire de l'exercice. Le lendemain, ils vont avoir des courbatures. Le surlendemain, ils vont se dire, j'y vais plus. Et donc, non, il faut une gradation. Il faut qu'ils soient bien conscients du bénéfice qu'ils vont avoir à long terme, mais aussi du bénéfice dans le moment. Et c'est un des problèmes de notre société aussi, on n'est plus dans le moment. Les gens ne sont plus dans « je suis en train de faire de l'exercice ». Ils font de l'exercice avec leur tablette ou ils sont dans un autre truc. Et donc, parfois, en soi, ça peut être bien de faire du vélo devant une plateforme de vidéo, je ne sais pas si je peux donner le nom. Si on va faire du vélo devant Netflix, ça peut être intéressant parce que justement, ça les occupe et ils sont sur le vélo en attendant. Mais en soi, c'est intéressant aussi d'être dans le moment et d'aller courir dans le bois et vraiment d'avoir une expérience aussi par rapport à ça. Un peu de pleine conscience sur le sport, ça peut être intéressant. On en parle beaucoup et parfois je le prescris sur l'alimentation. Sur le sport, ça peut être vraiment intéressant. Ouais, on fera sûrement un épisode sur la pleine conscience plus tard, très parce que ça, c'est aussi. Très important, même au niveau de la façon de manger. Oui, ça. Clairement. Allez, dernière petite question tant qu'on est là, et puis après on passe au sportif. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand on mange trop ? Alors, c'est trop d'énergie, et la nature déteste l'énergie inutile qui circule pour rien, et donc elle va stocker, donc on va faire du gras. Il va y avoir une surutilisation d'énergie aussi, ça va stimuler le fonctionnement de toutes les chaudières, donc il va y avoir une surproduction de plein d'oxydants, et donc on va avoir un organisme qui fonctionne de manière un peu plus ralentie au fur et à mesure, on va devenir de moins en moins sensible à l'insuline, et comme cette sensibilité à l'insuline va devenir de plus en plus compliquée, le sucre va augmenter dans le sang, en plus de tous les autres problèmes d'oxydation, d'inflammation. Et puis on va finir par avoir des maladies métaboliques, en plus de les maladies articulaires, on va surcharger ses genoux, ses chevilles, sa colonne. Donc c'est une équation où il n'y a pas d'inconnu, quoi. On sait, les gens qui mangent trop sucré, trop gras, on sait vers où ils vont. Encore une fois, c'est de la médecine, donc 100% des gens ne vont pas mourir d'un diabète épouvantable, mais ça met un facteur de risque vraiment très très intense, très important, sur le métabolisme et sur la résistance de l'organisme. Donc ce sont des gens qui sont fatigués, blessés plus facilement, qui perdront du poids de plus en plus compliqué, de plus en plus difficilement, peut-être essayer de parler français, qui auront toute une série de petits problèmes articulaires, des petits problèmes, ça peut être des problèmes digestifs aussi, on parlait de microbiote, c'est nourrir un microbiote de manière inadéquate, ça veut dire que le microbiote, il est dysfonctionnel aussi. Il ne donne pas les bonnes vitamines, il ne donne pas les bons neurotransmetteurs, il ne donne pas les bons signaux au cerveau. Et donc, c'est tout un ensemble. C'est ça qui est complexe aussi, c'est qu'on ne peut pas résumer à si on mange trop gras, on aura trop de cholestérol dans le sang. Un peu.
Parce que oui, ça peut donner un peu... Mais la majeure partie du problème de cholestérol, c'est génétique. Les gens qui ont 300 de cholestérol, c'est parce que dans leur famille, ils ont 300 de cholestérol. C'est relativement peu alimentaire. Mais par contre, ça met toute une série de cascades dans l'organisme qui sont extrêmement compliquées, de régulation, l'un a une influence sur l'autre, l'inflammation va faire qu'on a plus de résistance à l'insuline, qui fait que on dit beaucoup que l'obésité est une maladie inflammatoire, on dit que la dépression est une maladie inflammatoire. Vous augmentez l'inflammation, vous avez tous ces problèmes-là qui se passent en cascade, la flore, on parle beaucoup maintenant de microbiote, gut-brain axis. Ouais, l'axe intestin-cerveau. On a fait d'ailleurs un épisode là-dessus aussi. Je vous invite à l'écouter. Il y a des axes, il y en a 7, 8, 9, 10 maintenant. Il y a gut joint, gut muscle, gut tendon, gut brain, donc gut inflammation. Toutes ces inflammations qu'on a dans notre microbiote peut partir et tout ça vient du microbiote qui est un espèce de régulateur de tout ça. Et quand le microbiote est en déséquilibre, soit il donne des informations erronées, c'est-à-dire il y a de l'inflammation, faites gaffe, il y a de l'inflammation, soit il donne pas la bonne information, ce qui est parfois encore pire, il donne pas la sérotonine pour que le cerveau se sente bien, il donne pas certains acides gras qui sont issus de la fermentation et qui nourrissent d'autres bactéries ou les cellules de la muqueuse intestinale. Donc c'est un équilibre très complexe. Et tout ça se modifie quand on malbouffe. Ou quand on mange trop. Trop. Ça qui était la question initiale qui nous a permis de faire ça fait un tour à 360, mais c'est très bien. C'est toujours bien de se rappeler. Les sportifs. Ouais. Donc ça, on a fait un peu un des deux volets de ta pratique. Maintenant, tu as aussi un deuxième volet, ton autre passion qui est le sport, les sportifs. Notamment avec le rugby. Comment est-ce que tu as amené la micronutrition là-dedans ? J'imagine que c'est quelque chose qui, chez les sportifs, on est toujours à la recherche d'optimisation, mais à quoi ressemble ta pratique plutôt avec les sportifs par rapport à la pratique un peu plus générale qu'on a abordée ici ? En consultation, c'est relativement simple parce que là, pour le coup, c'est une population qui est attentive et qui est réceptive à ça. Et donc, quand on leur dit, il faudrait modifier un petit peu l'alimentation, on sait qu'ils sont un peu plus enclins à le faire, en tout cas au départ. Parfois, quand on vérifie s'ils l'ont bien fait, c'est un peu différent, hein, mais il y a des sports où les sportifs restent adolescents longtemps, disons. Mais en général, ils sont plutôt au départ enclins à le faire. Très très fort dans les sports individuels, par exemple, où là, c'est vraiment de l'optimalisation de l'alimentation, de l'entraînement, des périodisations. Donc, c'est vraiment tous les petits détails sont importants pour des sportifs individuels. Parfois même pas nécessairement de très très haut niveau. Hein. Il y a des sportifs qui ont envie de se dépasser. J'ai des patients qui font des marathons les uns à la suite des autres, qui font pas des temps magnifiques, mais ils enchaînent, et pour enchaîner des marathons, il faut être en bonne santé, parce que sinon ça va pas. Pour le reste, donc en consultation, c'est relativement simple. Avec l'équipe nationale de rugby, c'est plus compliqué, parce que c'est une sélection. Et donc, moi, je ne vois les joueurs, sauf ceux qui sont en club, qui sont en Belgique, où je les vois un peu plus, mais bon, pour l'instant, pas beaucoup, parce que j'ai d'autres activités, disons. Donc j'ai un peu délaissé le rugby en Belgique, mais c'est une sélection, donc je vois les joueurs arriver, ils ont en général leur club, leur prépa physique, parfois leur nutritionniste, leur diététicienne, et donc ils sont suivis souvent de manière très correcte d'ailleurs. On a quelques joueurs français en tout cas qui évoluent en France. Et dans ces clubs-là, c'est une prise en charge très professionnelle. Donc, c'est un médecin, des kinés, une diététicienne ou un diététicien, et parfois avec une orientation nutritionniste. Et donc, en équipe nationale, je le fais assez peu. Là, en équipe nationale, on fait plus un peu du maternage avec les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de manger correctement. Et on les surveille un peu au buffet. Et on leur dit, attention, enfin, quand même, là, je pense que ton assiette, elle est un peu déséquilibrée. Parce qu'ils mangent des plâtrés de pâtes, mais ils négligent un petit peu tout ce qui est un peu vert, orange, rouge. Ou alors, ils se concentrent beaucoup sur le buffet dessert en ayant un peu négligé le reste. Donc, ceux-là, il faut parfois les recadrer un petit peu. Donc, c'est plutôt de la macronutrition.
Mais on a aussi enfin, en tout cas, moi, j'ai une responsabilité aussi de conseiller. C'est-à-dire qu'il y a parfois des joueurs qui arrivent avec leur complémentation qui leur a été prescrite, ou pas. Parce que parfois, c'est aussi, je l'ai eu à la salle de sport, on m'a dit que ça, c'était super et que je pouvais en prendre et que j'allais avoir des muscles comme ça, ou que j'allais devenir vraiment très fort. Et où il faut avoir un conseil, autant dans la pertinence du truc que dans le danger qu'on court, parce qu'on sait que entre 10 et 20% des compléments alimentaires sont contaminés par des produits dopants. Donc, c'est quand même, il faut être prudent par rapport à ça. Donc là, il y a un rôle de conseil, de dire aux joueurs, ça, effectivement, c'est intéressant, la dose me paraît trop petite ou trop grande, ou alors ça, écoute, ouais, ils t'ont vendu ça, c'est bien gentil, mais tu verras pas de grosses différences. Ils prennent ou ils prennent pas. Très souvent, quand ils prennent, après, ils me disent, tiens, donc, tu m'avais dit que c'était pas terrible, effectivement, j'ai pas senti vraiment d'efficacité, ça c'est bien. Mais donc, voilà, ça c'est ce qu'on fait à la consultation. J'ai des joueurs de rugby à la consultation aussi, hein, ou en équipe nationale, où c'est quand même un peu particulier, puisque c'est une sélection. Et du coup, là, tu as des objectifs aussi, j'imagine, précis, dans la demande, que ce soit en club ou en consultation. T'imagines que tu as des personnes qui viennent pour te voir pour mieux récupérer, ou avoir plus d'énergie, ou être plus endurant. Quel est ce panel d'objectifs ou de demandes? C'est finalement à peu près le même panel que les gens, les patients, j'allais dire normaux, mais c'est pas un terme adéquat. C'est les gens lambda qui arrivent à la consultation, qui n'ont pas une demande sportive. Finalement, c'est plus ou moins la même chose. Soit ils ont un objectif de prévention, soit ils ont un objectif, j'ai une pathologie, je veux continuer à faire du sport, comment on fait pour, avec l'outil micronutrition, j'ai mon traitement, comment on fait avec l'outil micronutrition pour faire encore un petit peu mieux? Et là, on peut faire des choses. Ou bien, j'ai un trouble, on a beau faire des tests, des examens, où j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me permettait de mettre le doigt dessus. On m'a dit que peut-être c'était mon microbiote qui était en déséquilibre, ou on m'a dit que c'était peut-être parce que je mangeais trop de gras, ou peut-être parce que je mangeais pas, ou trop de légumes, ou trop d'œufs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou alors, mais ça c'est la particularité des sportifs, c'est je me sens bien, mais j'ai l'impression que je suis un peu bloqué à un moment, parce que au bout d'un certain temps, j'ai plus d'énergie, ou parce qu'il m'arrive ça quand je suis en déplacement, et donc je peux pas performer dans les championnats, ou j'ai des difficultés digestives, ou des choses comme ça. Et donc, là, c'est vraiment performance. Là où il faut être prudent, c'est que c'est l'autre volet où le dopage n'est pas très très loin, en nutrition en tout cas, c'est qu'il ne faut pas avoir un comportement dopant. Il ne faut pas être dans une logique, je vais te donner plein de bazar dans un grand bol, et comme ça tu vas performer. Et là, le risque, c'est qu'au fur et à mesure, ils intègrent ça comme une espèce de formule magique. Ça devient un comportement dopant, mais plutôt vraiment dans un accompagnement d'un sportif qui veut manger convenablement, se supplémenter là où il y en a besoin, et avoir quelque chose d'intelligent, et de démontrer aussi, parce que on a parfois des prescriptions qui viennent d'ailleurs, et on comprend pas très bien, quoi. Ça n'a aucun sens en soi, il n'y a rien qui a été publié dans ce sens-là, ou tout ce qui a été publié est assez banal et négatif. Donc parfois, il faut recadrer aussi ces choses-là. Quels sont un peu j'imagine que c'est souvent les mêmes compléments qui reviennent un petit peu pour la performance sportive. Quand on a couvert les besoins nutritionnels de base, quels sont ces compléments? Je pense que sur des gens qui ont une activité physique de haut niveau, c'est du volume d'activité. Donc là, on considère souvent que même s'ils augmentent leurs apports alimentaires, ça va être difficile d'amener toutes les vitamines et tous les minéraux, malgré tout. Et ça tient aussi un petit peu au changement de composition alimentaire dû au XXIe siècle. Et donc là, on va simplement prescrire déjà une multivitamine, bien adaptée et bien complète, et parce que, les besoins sont augmentés, ils ont une masse musculaire plus importante, en tout cas pour beaucoup de sportifs, ils ont une masse musculaire plus importante, donc ils consomment plus, et deux, parce que l'alimentation a un petit peu de mal à en donner, et si on donnait une alimentation qui amène tous ces nutriments, on risque aussi d'être en excès de calories, ce qu'on ne veut pas.
Les sportifs, ils aiment bien rester dans leur catégorie de poids. Enfin, il y a des sports où c'est moins important, mais ils aiment bien rester quand même dans un bon ratio entre leur puissance et le poids qu'ils doivent transporter. Et donc, c'est une préoccupation. On ne va pas leur faire prendre 5 kilos juste parce qu'il faut un peu plus de zinc dans les céréales complètes, quoi. Donc ça, une multivitamine. Ça, c'est vraiment la base. Et ça peut être avec des sportifs amateurs aussi. Il y a des sportifs amateurs qui font 6, 7, 8 heures de sport par semaine. Multivitamine. Ensuite, c'est les enquêtes alimentaires. Comment vous mangez ? Est-ce que vous avez l'intention de changer votre alimentation ? Oui, on change l'alimentation. Non. Après, on peut aller un petit peu plus loin et voir les raisons et essayer de les amener vers un changement. Mais si vraiment il n'y a pas moyen de changer l'alimentation, des gens qui ne mangent pas de poisson gras, on va mettre des oméga 3. Des gens qui sont surstressés, qui ont des symptômes, on va donner du magnésium, on va donner du zinc parce qu'on a trouvé une carence dans la prise de sang et des choses comme ça. Et vraiment tout ce qui est un petit peu plus peut-être même orienté muscu un petit peu, on entend souvent parler des protéines. Oui. Déjà juste la prise de protéines. Oui. On entend parler parfois des BCAA. Oui. Aussi. Et je crois que la créatinine aussi, c'est Créatinine, c'est le dosage dans le sang pour voir si ta fonction rénale est bonne. Ouais. La créatine, c'est le complément alimentaire. Alors, dans l'ordre, les protéines, oui. Dans une optique d'optimisation de ton entraînement, si tu as 1,2 g de protéines par kilo et par jour, tu auras une prise de masse musculaire qui est peut-être à ce niveau-là. Si tu prends 1,5, 1,6, jusque 2, au-delà, c'est vraiment pas intéressant, pas dangereux, mais c'est pas intéressant, tu vas avoir une prise de masse musculaire qui est à ce niveau-là, qui a, petit gap, une amélioration. Tu n'auras pas 0 prise de masse musculaire si tu ne prends pas des compléments de protéines, mais tu vas améliorer d'un pourcentage la prise de masse musculaire. Donc ça, c'est intéressant. Et tant qu'on est sur la protéine, ouais. Y a une différence entre les protéines végétales du coup et protéines animales, ou est-ce que le résultat va être le même ? Il y a une petite différence où il faut être un peu prudent, c'est que si on fait l'alimentation avec des protéines végétales brutes, c'est-à-dire dans ton assiette, il y a des protéines où il y a un acide aminé qui est un peu moins représenté, les légumineuses, et il y a d'autres protéines végétales où un autre acide aminé est un peu moins représenté, les céréales complètes. Moralité, on dit aux gens de manger des céréales complètes avec des légumineuses. Et donc, on corrige le déficit de l'un par la présence dans l'autre et le déficit de l'autre par la présence dans l'un. Donc, c'est pas insurmontable. Après, ce qu'il faut regarder, c'est les aminogrammes. Donc, dans toutes les protéines qui sont disponibles pour la complémentation, donc les protéines en poudre, on peut obtenir l'aminogramme, c'est-à-dire la composition en acides aminés, et bien vérifier que tous les acides aminés sont représentés, parce que pour faire du muscle, oui, il y a besoin surtout de certains acides aminés. C'est lesquels ? C'est leucine, isoleucine, les branchés, donc ceux-là ou les BCA. C'est pour ça que les BCA sont utilisés. On ne sait pas trop, suivant les publications actuelles, on ne sait pas trop si c'est au-dessus de juste l'optimisation de la prise de protéines, ou s'il y a vraiment un effet particulier de prendre des BCA isolés. Donc, en fait, peut-être que l'effet bénéfique des BCA est identique à l'effet d'augmenter la quantité de protéines. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Moi, je prends de la protéine de petit pois. Ouais. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut là-dedans ? Est-ce que c'est la même chose qu'une protéine animale en shaker ? C'est une protéine végétale, donc il faut vérifier dans quelle classe on est. C'est une légumineuse. Pour être tout à fait précis, il faudrait voir l'aminogramme, mais c'est une légumineuse, donc vraisemblablement, il y a quand même un manque dans un acide aminé. Et donc, tu peux continuer à prendre ta protéine de petit pois. C'est une très bonne source de protéines, si tu la digères très bien et qu'il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour contrecarrer ce petit manque d'un acide aminé, tu peux prendre des céréales complètes dans ton alimentation, de manière un petit peu plus présente, et comme ça compenser, puisque dans les céréales complètes, tu auras un manque d'un autre acide aminé. Ok. Ah oui, donc dans les céréales complètes, il y a des protéines. Dans les céréales complètes, il y a des protéines aussi.
et qui sont complémentaires de celles qui sont présentes dans les légumineuses, puisque tu as un manque d'un acide aminé dans les légumineuses et un manque d'un autre acide aminé dans les céréales complètes. Et est-ce que ces deux-là sont encore des autres acides aminés que ce qu'on va retrouver dans la viande, par exemple? En fait, dans la viande, il n'y a pas ces carences, entre guillemets. Dans les protéines animales au sens large, c'est plus facile, parce que là, il y a les acides aminés dont on a besoin. On est des animaux, et on n'est pas même si il y a une tendance vers le végétarien, on n'est pas que des herbivores. On ne sait pas transformer la cellulose, par exemple. On n'a pas la possibilité. Donc, on n'est pas des herbivores. On devrait pouvoir avoir accès à une alimentation omnivore. Aujourd'hui, toute une série de choses font que on aimerait bien aller vers plus de végétaux, et c'est très bien. Mais en soi, reste une alimentation où il faut faire un peu attention. On en parlait tout à l'heure de carence, mais ça peut être aussi en composition des protéines, où légumineuses, il y a un acide aminé qui est légèrement en carence, les céréales complètes, un autre, donc on associe les deux. C'est ça. Donc si moi je prends ma protéine de petits pois, et sur le côté je mange des pâtes complètes, ou du pain de céréales complètes, c'est très bien. Bio, on leur dit, je crois, dans chaque podcast, mais l'importance de la céréale complète bio. Tout à fait. Okay. Par contre, c'est intéressant, c'est important si tu es végétarien, tout à fait. Si tu as une source alimentaire de protéines plus animales, ça contrecarre aussi, ça compense. Donc, ça, c'est une question aussi d'équilibre dans ton alimentation. Et dans les céréales complètes, quel est le pourcentage de protéines qu'on retrouve? Donc, pour 100 grammes de céréales complètes, on est à combien? Ça doit être un petit peu moins que la viande. On doit être aux alentours de 10-15 grammes, grand maximum 20, mais ça, un petit peu moins que la viande, mais c'est quand même présent, fort présent. Parce qu'une viande, c'est 20-25, c'est ça? Oui, c'est ça. Et les légumineuses, les haricots blancs, c'est 20. Donc tu as finalement une quantité de protéines dans ces végétaux qui est tout à fait correcte, sans devoir en manger des brouettes tous les jours. Et les BCAA, du coup, ça c'est d'autres acides aminés. Ce sont des acides aminés particuliers, hein. C'est des acides aminés branchés. Et quel est l'intérêt de prendre? Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre des BCAA en plus? C'est là où on n'a pas encore, enfin, où on avait une réponse, mais qui est un peu contredite par des études récentes, où dans les études récentes, le fait de donner des BCAA en termes de gains musculaires est au même niveau que le fait de donner des protéines complètes. Donc, pour l'instant, c'est pas encore vraiment tranché, mais vraisemblablement, c'est parce que dans la protéine complète, il y a des BCAA. Et donc, le fait de prendre toute la protéine a un effet intéressant sur la prise de masse musculaire. Peut-être que les BCAA tout seuls, pas tant que ça. Et donc, ça veut dire que dans une logique aujourd'hui où on essaie de prescrire des compléments alimentaires qui ont vraiment une utilité, du sens, parce qu'on est aussi avec une difficulté, c'est que les compléments alimentaires sont quand même pas mal contaminés par des produits dopants. Donc il y a entre 10 et 20%, suivant les continents et les études, il y a entre 10 et 20% des compléments alimentaires qui sont contaminés par des produits dopants, soit de manière volontaire, c'est-à-dire que la firme est c'est une escroquerie, et ils mettent un produit dopant pour que ça colle à l'étiquette, gain de masse musculaire, on met un peu de produit anabolisant, comme ça il y a un gain de masse musculaire, et on dit que c'est grâce, je sais pas moi, à la feuille d'artichaut, ou alors parce que c'est une contamination sur la chaîne de production. Mais donc, faut être prudent, quand on prescrit quelque chose, c'est l'avoir fait avec les études qui sont derrière, avec du sens, et en essayant aussi de prescrire des choses qui sont labellisées antidopage. Il y a des labels antidopage. J'en ai un en tête, mais il y en a plusieurs. C'est Sport Protect. Et on peut vérifier quand on décide de prendre ce complément alimentaire. On peut décider d'aller voir sur le site de Sport Protect, est-ce qu'il est labellisé ou pas. C'est dingue ça. Donc, si j'achète des compléments en ligne, si tu achètes des compléments ça, en ligne, sans regarder, il se peut dedans qu'il y ait des produits dopants. Ouais, clairement. Voilà, à la limite, pour moi, c'est peut-être pas si grave que ça. Si tu es pas soumis au contrôle antidopage, maintenant, si tu vas dans une salle de sport, tu es soumis au contrôle antidopage. Ah oui? Ah oui. À partir depuis quelques années, on peut avoir le contrôle antidopage qui débarque dans une salle de musculation. Et imagine, ils disent vous, contrôle. Prenez au hasard, vous faites pipi dans le petit pot,
Qu'est-ce qui se passe si je suis positif? Ce qui se passera, c'est que tu peux plus te réinscrire dans des fédérations de sport. Tu es condamné pour dopage. Et donc, tu ne pourras plus t'inscrire dans une fédération sportive. Je savais pas du tout. Ouais. On va faire attention. Faut faire attention. Du coup, peut-être un autre sujet qui est peut-être assez controversé ou sur lequel les gens ne savent pas trop et ont peut-être un peu peur, c'est la créatine. Oui. La créatine, c'est un produit dopant? C'est pas un produit dopant? C'est pas inscrit dans les produits dopants. C'est un produit qui améliore la performance, donc qui améliore plusieurs facteurs de la performance. Mais c'est vraiment quand on cherche vraiment les petits pourcentages. C'est pas non plus je suis dans mon canapé et puis j'ai envie d'aller faire le marathon, je prends de la créatine, je vais pouvoir courir le marathon jusqu'au 42e kilomètre in chic. C'est pas ça. C'est je cours le marathon en autant de temps et j'ai un objectif de 15 minutes de moins. Ou plutôt le marathon, c'est un mauvais exemple, mais c'est plus sur des efforts un peu explosifs, des sprinters. Ça fait quoi la créatine? La créatine, il y a une amélioration sur les efforts explosifs. Donc, il y a un meilleur transport de l'énergie dans le muscle. Et donc, c'est essentiellement l'effet clinique. On parle pas d'effet dans les tubes à essai, mais l'effet clinique, c'est essentiellement sur les sports explosifs. Et sur la récupération. Et il y a un domaine maintenant qui est un peu, on en parle beaucoup pour l'instant, surtout dans le rugby, mais dans les autres sports aussi, ça commence. Il y a des protocoles maintenant qui intègrent la créatine dans la récupération après les commotions aussi. Donc voilà, ça c'est un autre. Mais la créatine en soi, c'est pas inscrit dans les produits dopants. Il y a une amélioration des performances. Mais il n'y a pas de danger. On ne doit pas avoir peur de la créatine. Maintenant, ça fait tellement longtemps. Il y a des papiers à ne plus savoir qu'en faire. La sécurité, c'est sûr. Par contre, il faut prendre le bon dosage. Mais c'est des gros dosages déjà. Il y a des protocoles avec des prises de créatine en charge qui est 20 grammes par jour, donc une grande quantité, et puis en entretien de 5 grammes par jour. Mais la créatine, c'est un complément qui est sûr. Peut-être pas utile pour tous. Pas utile pour tous. Ça permet de s'entraîner un peu plus fort. Donc, c'est même utile pour des gens qui sont pas nécessairement dans une recherche de performance, mais ça permet de s'entraîner un peu plus fort. Donc, de se sentir mieux à la salle sur les efforts un peu explosifs, de récupérer au niveau musculaire. Donc, pour la récupération aussi, on en parlait tout à l'heure hors antenne, et on a peut-être oublié de faire le lien avec la protéine. Tu disais qu'il y avait aussi dans cet effort de récupération, qu'il y avait quelque chose à faire vraiment au moment où on termine son sport. Ouais. Tu parlais de la protéine et du sucre aussi, je pense. C'est quand c'est un effort musculaire intense, donc quand tu as été à la salle de muscu et que c'était le jour où tu chargeais un peu. Donc là, il y a des dégâts musculaires. C'est comme ça qu'on prend de la masse musculaire, en tout cas quand on est jeune, disons. C'est vraiment, tu casses une fibre et puis il y a des cellules qui viennent pour les remplacer. Et il y a 2 fibres qui sont produites, donc il y a une masse musculaire qui augmente. Et donc pour faire ça, il faut des protéines en suffisance, parce que tu vas construire de la viande, donc il faut des protéines en suffisance. Et ce qu'on rajoute aussi, les études ont montré qu'il y a une fenêtre après le sport de 30-45 minutes, où si tu prends une source de protéines plus une source de sucre rapide, tu vas récupérer l'énergie musculaire, donc le glycogène musculaire va remonter. 2, tu vas produire de l'insuline, et l'insuline a un effet un peu positif sur la croissance musculaire. Elle va faire rentrer du sucre, notamment. Ça coûte cher de faire du muscle en termes d'énergie, donc il faut de l'énergie pour ça. Ça va faire rentrer les acides aminés aussi. Et alors de la protéine. Donc sucre, protéine, après un entraînement musculaire intense, ça permet de mieux récupérer. Ça, c'est... alors on peut le faire avec des poudres. Il y a des poudres de récupération qui contiennent de la protéine, ça c'est certain. Parfois, il faut être bien sûr qu'il y ait du sucre. Parfois, il faut rajouter du sucre. C'est le seul moment où je vais dire qu'il faut prendre du sucre rapide. Notez-le bien. C'est le seul moment où c'est intéressant. Mais il y a aussi des compléments de récupération avec la protéine, le sucre. Puis il y a parfois aussi un peu de trucs cosmétiques. Ils mettent un peu de vitamines, un peu de minéraux, un peu de magnésium parce que c'est bien.
Mais sinon, on peut le faire aussi sans devoir acheter des trucs vraiment très compliqués, très chers. Tu prends un lait chocolaté ou tu prends un yaourt à boire. C'est de la protéine. Bon, il faut digérer la protéine de lait, hein, mais il y a le lactose. C'est de la protéine. C'est du sucre. Donc c'est une boisson de récupération qui est aussi bien que certains trucs vendus pour. Et peut-être un dernier truc aussi, je sais pas si ça touche à la récupération non plus, mais on parle beaucoup, en tout cas c'est un peu le truc à la mode, du collagène. Oui. Est-ce qu'il y a des études sur le collagène et dans quel sens est-ce qu'elles vont? Il y en a de plus en plus. Si on avait fait ça il y a 10 ans, je t'aurais dit, pour l'instant, je le prescris assez peu. À ce moment-là, je le prescrivais surtout chez les jeunes avec de l'arthrose. Parce que c'était une arthrose vraiment très particulière de surutilisation chez les sportifs, vraiment chez les footballeurs, des sportifs qui ont vraiment impacté leurs genoux très très fort. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de papiers qui montrent que le collagène est intéressant sur toutes les arthroses. Est intéressant, je le prescris maintenant aussi, pas d'emblée, pas en première intention, dans les tendinopathies. Le traitement de la tendinopathie, en gros, c'est le mouvement. Hein. C'est tirer sur le tendon pour le renforcer de manière contrôlée. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un kiné pour le faire, mais c'est tirer sur le tendon. Par contre, il y a des gens, ils font une tendinopathie d'Achille, et puis ils font une tendinopathie de l'épaule, et puis ils font une épicondylalgie, et puis ils font... Et donc on se dit, il doit y avoir une faiblesse quelque part. Alors on peut la chercher ailleurs, on peut regarder plein de choses, mais je pense que là, le collagène peut être intéressant, ne fût-ce que pour aider à la cicatrisation. La tendinopathie, c'est pas une maladie inflammatoire. Hein. On a besoin d'un peu d'inflammation dans le tendon, et parfois c'est ça qui fait mal dans le tendon, mais on a besoin de cette inflammation. La tendinopathie, c'est une pathologie qui est microtraumatique. Donc on casse des fibres et on dépasse notre capacité à les réparer. Simple. Donc, on va moins casser de fibres, mettre au repos relatif. Donc c'est pas au repos devant la télé avec la télécommande, c'est autoriser une contraction qui ne provoque pas de douleur, et puis on va réaugmenter l'intensité de la contraction, comme ça, pour renforcer le tendon. Dans ce processus-là, il y a beaucoup de cicatrisations qui se font dans le tendon, et là, le collagène peut être intéressant. Okay. Donc du coup, pour le sport aussi, est-ce que tu le recommandes parfois, ou est-ce que c'est vraiment plutôt lié à des troubles Pour l'instant et actuellement, en tout cas, je ne le recommande pas à tous les sportifs, en disant ça, c'est le truc qu'il faut prendre. Il y a peu de compléments que je recommande à tous les sportifs, et ça, c'est le truc qu'il faut prendre, à part une multivitamine, mais... Donc non, actuellement, c'est pas le complément à prendre par tout le monde et qui va faire que tout le monde va avoir des genoux en béton jusqu'à 55 ans. C'est vraiment ciblé, c'est vraiment plus thérapeutique. Pour l'instant, il n'y a pas d'indices qui disent prendre beaucoup de collagène, c'est intéressant pour prévenir. Il n'y a aucun indice qui dise actuellement, à ma connaissance, sur 1000 sportifs qui n'ont pas pris de collagène, il y a 200 tendinopathies, et sur 1000 sportifs qui ont pris du collagène, il n'y en a que 12. Là, je commencerai à prescrire du collagène peut-être chez tout le monde, ou en tout cas en ciblant peut-être les sports, mais aujourd'hui, il n'y a pas ces indices-là. Donc, non, c'est plutôt thérapeutique, ça, le collagène. Il y a des firmes qui font du marketing un peu de rentre-dedans, qui présentent ça. Quand on leur dit, oui, donnez-moi quelque chose qui va aller dans ce sens-là, ils sortent des études in vitro. C'est bien, ça commence par ça, mais il y a quand même un intérêt important à faire des études cliniques qui le démontrent chez des vrais humains qui font du vrai sport. Et parfois, on est étonné. Parce que parfois, c'est joli dans le tube, et ça paraît être un principe évident, et en fait, dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas. Parce que l'être humain, c'est un machin très très compliqué. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre, enfin de la question, plusieurs questions. On a parlé un petit peu de ce qu'était la micronutrition, l'impact de regarder ce qui se passe au niveau nutriments, vraiment par rapport à l'assiette de manière générale, et puis au niveau nutriments, s'assurer qu'on ne manque de rien, ou qu'il n'y a pas certains déséquilibres lorsqu'on a des inconforts chroniques, ou lorsqu'on veut faire de la prévention.
Puis on a parlé de l'importance de ne pas trop manger, de ne pas manger trop de sucre. Ça peut paraître bête comme conseil, mais en fait on se rend compte que c'est comme tu disais, que ça mettrait presque de médecins au chômage si on arrêtait de manger des sucres. Je trouve ça assez impactant comme chose. Il faut parfois choquer un peu. Voilà, c'est important. Et puis voilà, le sport, je pense que tout ce qu'on a dit sur les protéines, ça va permettre à beaucoup de personnes de remettre un petit peu les pendules à l'heure ou de se fixer, parce qu'on entend énormément de choses aujourd'hui, un peu de tout et tout le monde. Donc là, c'est chouette d'avoir un professionnel expert dans le domaine qui recentre un petit peu tout ça. Donc voilà, je pense que, je sais pas si tu as quelque chose encore à rajouter. Non, pas plus à cette conclusion. Je pense qu'il faut rester objectif et objectiver les choses. Je pense que il y a plein de choses qui pourraient paraître vraiment intéressantes et magiques, mais confronté à la réalité, il faut que ça ait effectivement un effet. Et on a encore parfois des trucs qui ne servent à rien, qui sont prescrits, et où on a démontré que ça ne servait à rien, donc ça ne sert plus à rien de les prescrire. Et j'ai pas de problème avec le fait qu'on les a prescrits un jour, hein, on a tenté, mais si ça n'a pas d'utilité, il faut pas diaboliser non plus. Les protéines, c'est bien, c'est pas obligatoire. Il y a moyen de faire autrement, mais quand on ne sait pas faire autrement, on a recours à une poudre de protéines, et c'est bien aussi. Ouais. Donc voilà. Top, c'était le mot de la fin. Excellent. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toutes ces informations qui, je pense, vont vous plaire beaucoup, ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre écoute, et n'hésitez pas à partager cet épisode avec les personnes que vous connaissez qui pourraient bénéficier de son contenu, ou bien à liker cet épisode, à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup dans cette aventure de création de podcast, dans laquelle on prend beaucoup de plaisir, mais c'est vrai qu'un petit soutien, ça fait toujours du bien. Moi, je le ferai en tout cas. C'est gentil. C'est pas être abonné à la chaîne. Voilà. Parfait. Au revoir tout le monde et au prochain épisode. Salut. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien